Bienvenue à tous et à toutes et merci pour votre présence. Je me présente Lucie Roland, je suis conseillère en transfert d'entreprise pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Un merci spécial d'entrée de jeu à notre partenaire commanditaire et co-créateur de ce webinaire, Endlex Droit des affaires. Voici quelques informations techniques pour ce webinaire. L'événement durera jusqu'à 13 heures. Nolwenn et Chantal, mes collègues, sont avec nous au soutien technique. Vous ne les verrez pas, mais il est possible qu'elles entrent ici et là en communication et qu'on les entende. Vous pouvez vous poser vos questions dans le Q&A et inscrire vos commentaires dans la rubrique chat. Sachez que la présentation PowerPoint aussi vous sera envoyée dans les 2 semaines approximativement suivant ce webinaire. Nous allons maintenant commencer. Donc, notre webinaire aujourd'hui, une vente d'entreprise réussie grâce à une bonne planification juridique et fiscale. Plus spécifiquement, nos conférenciers aborderont les enjeux fiscaux de la déduction pour gain en capital, la DGC, avec Marie-Christine Tétrault de la firme Oracle Fiscaliste Inc. Et par la suite, la vérification diligente et les représentations et garanties avec M. Edmond Nankam Zuku, avocat en droit des affaires et associé cofondateur de NLEX. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter le CETEC très sommairement pour pour certains d'entre vous, est un premier contact. Donc, le CETEC soulignera très bientôt ses 10 ans. Nous sommes mandatés par le ministère de l'Économie, l'Innovation et l'Exportation avec comme mission d'assurer la pérennité des entreprises québécoises. Nous sommes présents dans toutes les régions du Québec pour vous accompagner en toute neutralité et ce, pour les cédants et pour les repreneurs. Une solution unique pour vendre, acheter une PME. Un accompagnement dédié aux entrepreneurs, cédants et repreneurs est présente tout au long, cet accompagnement est présent tout au long de votre démarche de transfert et relève d'entreprise. Donc, vraiment du début à la fin, du très début jusqu'à la fin. Nous avons aussi au CETEC notre outil bien connu et apprécié du CETEC, soit l'index. L'index est une plateforme qui permet aux vendeurs et acheteurs, cédants, repreneurs, de s'afficher et aussi d'être mis en relation l'un avec l'autre. Une plateforme qui est vraiment très dynamique, très interactive, qui vous permet, là, comme personne inscrite, de faire des suivis sur les démarches que vous faites, soit auprès d'un cédant ou soit auprès d'un repreneur. Donc, obtenir les meilleures chances de succès avec avec le chef de file du repreneuriat, c'est, comme je le mentionnais, un accompagnement personnalisé tout au long de la démarche, des occasions d'affaires qui circulent et circulent évidemment auprès des bonnes personnes avec le bon degré de pertinence. Un réseau d'affaires, ce que ça veut dire, c'est qu'au CETEC, bon, de par l'exercice que nous faisons et aussi de par le besoin lorsqu'il y a transfert d'entreprise et relève, la présence des experts est essentielle à tout moment. C'est vraiment c'est très pertinent. Et au CETEC, nous avons cette banque-là d'experts avec qui, si vous en avez besoin, on peut être les personnes qui pourraient faire pour vous les références auprès des experts, vous aider à les identifier et surtout les identifier au bon moment. Nous avons au CETEC différentes propositions de formation, de blogs et d'événements qui vous aident justement à parfaire vos connaissances sur les différentes étapes d'un transfert d'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que s'inscrit le webinaire que nous avons. Je cède maintenant la parole à Madame Christine Tétrault, comptable, fiscaliste et aussi entrepreneur. Merci Lucie. Bonjour, Marie-Christine Tétrault, CPA fiscaliste, associée chez Oracle Fiscaliste. Donc, qu'est-ce que Oracle Fiscaliste? C'est un cabinet qui exerce exclusivement en fiscalité pour les entrepreneurs. On est en quelque sorte le département fiscal des cabinets comptables, cabinets d'avocats, notaires, juristes, planificateurs financiers et tout autre professionnel qui désire accompagner son client dans un des aspects
qui a trait à la fiscalité. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici, vous parler de l'importance de la planification. On sait que plus de 70% là, des entreprises vont changer de main dans les prochaines années. C'est d'autant plus important d'être bien planifié. En pratique, on voit souvent des entrepreneurs qui ne sont pas bien planifiés et ça donne des erreurs qui sont très coûteuses. On va le voir ensemble. L'angle que je souhaite donner aujourd'hui, c'est vraiment la planification. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit bien planifier? L'objectif ultime, c'est de bénéficier de la déduction pour gain en capital. Parfois, je vais référer à la DGC, parfois la déduction pour gain en capital, c'est la même chose. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a peu de cadeaux fiscaux. Mais on en a un pour les entrepreneurs qui est très important, qui est la déduction pour gain en capital. C'est un montant de 1 250 000 de gain en capital sur lequel, si ça s'applique, il n'y aura pas d'impôt, à l'exception de l'impôt minimum de remplacement. C'est un très beau cadeau, par contre, ça vient avec des conditions relativement strictes qu'on doit rencontrer en pratique. En chiffres, c'est minimum 420 000 d'économie d'impôts par tranche de 1 250 000. C'est pas peu dire. Voilà. Donc, les conditions, il y en a plusieurs et on va voir là, point par point chacune des conditions de façon pratique. Ces conditions-là servent aussi de base à la DGC, mais au nouvel incitatif pour les entrepreneurs canadiens. Donc, c'est une mesure qui a été annoncée cette année et qui s'applique seulement à certaines entreprises. Ça prévoit quand même que le premier 400 000 par année sur 5 ans, donc pour un total de 2 millions, va être imposé à un taux de moins de 18. C'est quand même un taux d'impôt qui est important. Cet incitatif-là a été proposé, dans le fond, pour compenser l'effet négatif, on le sait là, depuis le 24 juin, de l'augmentation du gain en capital, du taux sur l'inclusion du gain en capital. La première condition qui semble facile à atteindre, mais en pratique, qui est pas toujours atteinte, et on va le voir tout à l'heure, on va voir certaines structures, et on va se rendre compte parfois qu'on va se questionner vous allez vous questionner sur votre propre structure. La première condition, c'est ces actions-là, les actions qui seront vendues, doivent être détenues par un particulier ou une fiducie, donc pas par une société. Vous allez voir plus tard, en pratique, les Ensuite, ça doit être des actions de petite entreprise. Faut pas se laisser intimider par le mot petite entreprise. Donc, au bureau, on vend autant des entreprises de 250 000 à 45 millions et ces entreprises-là se qualifient. Donc, ce qui les qualifie, c'est le fait d'exploiter une petite entreprise au Canada, mais également certains tests d'actifs. Donc, on a un test sur 24 mois. Vous allez comprendre ici que l'importance de la planification, quand on vous dit que 2 ans, c'est un minimum pour commencer à penser à sa vente d'entreprise, vous allez voir qu'il y a un des tests qui doit être rencontré tout au long de la période de 24 mois. Donc, gardez ça en tête. Il y a également des tests d'actifs. Un test d'actifs à 50 on va le voir ensemble, et un autre au moment de la vente à 90 donc beaucoup plus restrictif. Dans la section 2, plus tard, on va voir les structures de détention là, pour vous permettre de vous qualifier à ces conditions-là. Les deux tests d'actifs. Donc, le premier, 50. Donc, pendant 24 mois, donc à tout moment, pendant 24 mois, plus de 50 donc plus de la moitié de la valeur marchande des actifs doit être utilisée activement dans une entreprise. Donc, on voit ici l'importance de la planification. En pratique, ce qu'on voit, c'est trop d'encaisses depuis trop longtemps, des placements non admissibles, des valeurs de rachat d'assurance vie qui sont peut-être pas au bon endroit. Donc, ce délai de 24 mois-là, une fois qu'on ne le rencontre pas à un certain moment dans cette période de 24 mois-là qui est cumulative, on doit recommencer le délai. Donc, vous allez comprendre que je ne suis pas certaine, moi, qu'au moment de la réception d'une lettre d'intention, votre acheteur soit prêt à attendre de façon à ce que vous ayez rencontré le test de 24 mois. Donc, vaut mieux être préparé, prêt à recevoir une offre. Je trouvais aussi important ici qu'on comprenne bien les conditions parce que dans le day-to-day, à chaque jour, vous prenez des décisions en tant qu'entrepreneur. Vous achetez des immeubles, vous faites des placements, vous allez avoir une assurance vie.
Vous allez devoir, justement, peut-être qu'il va y avoir trop d'encaisses. Donc, vous devez prendre des décisions. Je pense qu'en ayant en tête les conditions, c'est plus facile de prendre des décisions qui sont éclairées et qui, dans le futur, ne vont pas contrecarrer votre admissibilité à la déduction pour gain en capital. Qu'est-ce que, voilà. Quels sont les actifs qui sont admissibles? Donc, on se rappelle que pendant 24 mois, on doit avoir plus de la moitié de la valeur marchande des actifs qui sont admissibles. Qu'est-ce qui est admissible? Les liquidités utilisées dans l'entreprise. Donc, le fonds de roulement qui sert activement, dans le fond, dans le day-to-day. Selon la jurisprudence, c'est un fonds de roulement dont le retrait déstabiliserait votre entreprise. C'est certain que si votre entreprise elle est cyclique ou saisonnière, il peut avoir certaines accumulations d'argent et puis ensuite, bon, pendant la période plus morte, vous utilisez ces fonds-là. Donc, jusqu'à l'épuisement successif de tous les fonds. Ça a été accepté. Si la détention des fonds, c'est une exigence qui doit être satisfaite pour faire des affaires. Par exemple, un de vos fournisseurs vous demande un certificat de dépôt pour garantir un travail, bien effectivement, ça, c'est correct. Là où il faut faire attention, c'est que si vous avez prévu, par contre, par exemple, d'acheter un immeuble, vous devez mettre un demi-million de côté. Cette accumulation-là, pour acquérir un bien qui serait admissible par ailleurs, cette accumulation-là pourrait vous disqualifier. Donc, elle ne devrait pas être faite dans votre société opérante. C'est sûr que, il y a certains tests comptables, donc la règle du pouce, on doit au moins couvrir nos actifs à court terme. C'est pas très clair de combien de fois on doit euh, s'assurer ou en fait on doit couvrir nos actifs à court terme, mais c'est sûr qu'on doit avoir une bonne gestion financière. Sinon, ben, les comptes clients, les stocks, tout ce qui est des prêts à recevoir, si vous êtes une entreprise de prêt d'argent, ce sont des actifs qui sont admissibles. Et également, tout équipement ou immeuble qui est utilisé à plus de 50 dans l'entreprise. On doit donc faire attention aux actifs, par exemple les immeubles qui sont loués en partie ou en plus de 50 puisqu'ils disqualifient votre entreprise. Il y a un des actifs qui est toujours oublié, c'est l'achalandage et c'est probablement l'actif le plus important. Pour ce qui est des actifs non admissibles, on tente d'éviter les prêts intercompagnies ou les prêts à des employés ou à des actionnaires. Les valeurs de rachat de l'assurance vie peuvent également vous disqualifier. Ça, c'est pas une bonne chose là, de laisser dans une opérante les polices d'assurance vie. Donc, c'est une bonne chose d'être protégé. Je vous le recommande. Par contre, je pense pas que c'est là que ça devrait aller. Tout excédent de liquidité là, qui est permanent, qui est là depuis longtemps, ça fonctionne pas. Donc, dernièrement, quand je vous disais de faire attention aux actions qu'on pose à chaque jour, il y a un immeuble qui a été roulé dans l'entreprise et ensuite on voulait vendre les actions et on s'est rendu compte au moment de la vente que seul 30 était utilisé par l'entreprise là, de vente de biens. Donc, cet immeuble-là venait disqualifier à la déduction pour gain capital puisqu'il était utilisé à moins de 50. Également, il y avait des fonds dans l'opérante et on a décidé d'acheter un Plex. On devait prendre une décision rapide. Donc, au lieu de créer une société de gestion, d'envoyer les fonds, on a acheté le Plex dans l'opérante. Donc, maintenant, on est en train de sortir là, ce Plex-là pour pouvoir permettre, dans plus de 24 mois, la qualification des actions au titre de la déduction pour gain capital. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait à tous les jours. Maintenant, vous allez me dire, mais Marie-Christine, 50 de la valeur marchande des actifs, comment est-ce qu'on se calcule ça environ? On va y aller avec un calcul que je vais appeler pointable ou théorique. C'est certain que la base même du calcul, c'est la valeur de l'entreprise. Elle doit être produite par un évaluateur agréé. Si vous avez déjà en main une offre d'achat que vous comptez accepter, on peut peut-être prétendre que cette valeur-là s'approche de la valeur, de la juste valeur marchande. Par contre, personnellement, je préfère toujours faire revalider cette valeur marchande-là par un évaluateur agréé parce que parfois, les gens ont une vision, euh, dans le fond, pensent que leur entreprise vaut moins, donc ils seraient prêts à accepter peut-être moins que qu'est-ce qu'elle vaut en réalité. Donc, je pense que c'est important. Donc, la base de ce calcul-là provient d'un évaluateur agréé. Donc, par exemple, ici, on va passer rapidement, vous allez avoir accès là, aux diapositives. Donc, la valeur marchande des actions selon l'évaluateur, 1 million. La valeur marchande des passifs.
200 000. Donc, la valeur marchande des actifs, donc actifs moins passifs égale les capitaux propres, c'est 1 200 000. Comment est-ce que c'est réparti? On avait ici dans cette entreprise des placements pour 150 000. Vous allez donc comprendre que la valeur marchande de l'entreprise est 1 200 000 plus le 150 000. Ça donne un total de valeur marchande actuelle des actions d'1 350 000. J'ai identifié les placements comme étant non admissibles et l'encaisse comme étant admissible, ce qui nous donne un pourcentage de 88,89. Donc, on serait près de notre 90 au moment de la vente. On devrait toutefois épurer, probablement sortir les placements. Et on serait, si toutes choses étant égales par ailleurs, ce portrait financier-là était le même que celui des 24 derniers mois. On pourrait également prétendre là, que le 50 était respecté. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on ne respecte pas les conditions? Les conditions, si on ne respecte pas le 24 mois, bon, ben, le délai recommence. Ou si on avait une offre d'achat maintenant sur les actions, on devrait peut-être vendre les actifs ou vendre les actions sans pouvoir bénéficier de la déduction pour gain en capital sur le premier 1 250 000. Ce qui est quand même un peu dommage. Si jamais on ne se qualifiait pas au niveau du particulier ou de la fiducie, donc la personne qui détient les actions, on peut peut-être procéder à des purifications un petit peu plus complexes comme des fusions, des liquidations ou une stratégie qu'on appelle tuck under. On pourra voir avec vous, mais idéalement, soyez prêts. Si le non-respect de la condition, c'est celui au test de 90. Donc, si on est prêt de vendre et qu'on n'est pas certain de se qualifier au 90, là, il y a effectivement, on peut épurer la compagnie, faire des dividendes, des bonnies, payer des fournisseurs. Donc, on doit s'assurer au moment de la transaction, pas après, au moment de la transaction, on doit rencontrer le test minimal de 90 de la valeur marchande des actifs qui est utilisé activement dans notre entreprise. C'est super important. Ça m'amène aussi à l'aspect le plus important qui est pour moi la planification de la structure. Donc, c'est quoi la structure?